Salut, c'est Pierre Faury et aujourd'hui pour Extra Student, je réponds à la question du grand oral suivante. Faut-il craindre l'éloquence ? Depuis 2021, les élèves de terminale sont interrogés lors de leur baccalauréat dans le cadre d'une nouvelle épreuve dite du grand oral. Pensée pour combler les carences du modèle éducatif français, longtemps fondé sur l'écrit et sur l'épreuve reine de la dissertation, par opposition au modèle anglo-saxon et notamment américain particulièrement oralisé, cette nouvelle épreuve avait également pour objectif de donner aux étudiants français les armes pour se former à une discipline étudiée depuis la Grèce antique, l'éloquence. Pourtant, dès cette époque émergent aussi les critiques sur les rhéteurs, les éloquents appelés des sophistes, à qui l'on fait le reproche de vouloir chercher la flatterie en lieu et place de la vérité. Ces critiques se retrouvent aujourd'hui à la lumière des enjeux contemporains. En politique, les grands rhéteurs, bien qu'admirés par certains, sont attaqués par d'autres. L'éloquence n'est-elle pas aussi une manière de manipuler l'autre au détriment de l'intérêt commun ? Dès lors, la question se pose. Faut-il craindre l'éloquence ? D'abord, les critiques faites à l'éloquence sont anciennes et correspondent à une vision qui fait de l'éloquence une forme de manipulation. Manipulation de l'âme et de l'esprit. Les critiques de l'éloquence, en effet, ne sont pas nouvelles et ont souvent été formulées en lien avec une question, celle de l'éthique. Dans Gorgias, Platon fustige ainsi la rhétorique enseignée par les sophistes, la comparant à une forme de flatterie qui séduit les auditeurs en exploitant leurs émotions et leurs désirs. Il la qualifie de technique qui peut persuader même lorsqu'elle est détachée de toute vérité. Et Aristote apporte lui une vision plus nuancée, lui qui donne précisément les éléments clés d'une parole éloquente dans sa rhétorique. Il identifie les dangers d'une rhétorique mal utilisée, qui peut tromper par une manipulation excessive des émotions. Toutefois, il reconnaît l'importance du logos, qui renforce le raisonnement logique et la nécessité d'un équilibre avec l'éthos, le caractère moral de l'orateur, et le pathos, l'émotion qu'il convoque. Mais ces critiques ne sont pas réservées qu'à la Grèce. L'un des plus célèbres orateurs romains, Cicéron, défend lui aussi l'éloquence, mais tout en soulignant que la rhétorique doit être utilisée dans le respect de l'éthique. Il précise que les orateurs doivent faire preuve d'honnêteté en usant de l'éloquence au service du bien commun et non de leurs intérêts personnels. Tout l'enjeu de la question de l'éloquence est ici posé. Elle peut être une quête de soi, une quête des autres, mais aussi une quête du pouvoir. Le problème, c'est que comme tout ce qui donne du pouvoir, elle est aussi un danger par la même. Ces critiques restent d'actualité aujourd'hui, dans un monde qui surexploite l'émotion. L'éloquence est naturellement vue rapprochée du monde politique, le monde par excellence du discours et de l'art de convaincre. Dans un affrontement verbal, une forme de violence physique directe est en quelque sorte refoulée, entraînant un effet de sublimation au sens freudien du terme. La violence s'exprime, mais de manière indirecte, détournée vers un autre usage. Par ailleurs, il existe une forme de violence dans la discussion, une violence douce qui passe par les mots, les images et le ton de la voix. C'est une violence subtile, faite de manipulation et de manœuvres. L'auditoire, souvent sans s'en apercevoir et sans vraiment en avoir le choix, adhère au discours. Elle est là, la violence de l'éloquence. Et c'est d'autant plus vrai dans une société de l'émotion et de l'image. Le culte de l'instant fait la part belle à la forme plus qu'au fond. Les codes des réseaux sociaux poussent également dans cette même direction. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, on a ainsi vu fleurir des extraits de discours associés à des musiques tristes ou épiques, où l'art sert ainsi à dramatiser le moment pour mieux exalter les foules, physiques comme digitales. Un danger additionnel s'ajoute alors à l'heure des fake news. L'éloquence permet parfois d'enrober le faux dans du beau pour lui donner l'illusion du vrai. Comment dès lors penser à un débat politique qui puisse être réellement sain ? Et surtout par-delà le politique, l'éloquence est aussi au service du monde capitaliste plus largement. Elle est omniprésente par la force des slogans, publicitaires notamment. Elle devient un outil marketing et parfois, depuis l'émergence naissante des concours d'éloquence, une sorte d'entre-soi bourgeois. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Parce qu'elle est la démonstration d'un capital culturel au sens où l'entendait Bourdieu. Parce que le rapport au langage est d'abord social. La parole, dont on estime qu'elle existe pour rassembler, devient parfois ce qui divise. Pour autant, si elle est associée à l'étude rhétorique, l'éloquence devient un vrai moteur d'émancipation sociale, car c'est précisément parce qu'elle est un marqueur social que l'éloquence doit être enseignée à absolument tout le monde. Puisqu'elle est un code traditionnellement bourgeois, l'égalité des chances passe aussi par là, une réinvention du rapport à la parole. C'est ainsi qu'on s'efforce de débattre plutôt que de se battre, et que l'éloquence devient un levier d'ascension sociale. D'où justement l'essaim des structures et initiatives nouvelles qui visent à populariser cet art. Pensons par exemple aux nouvelles épreuves du bac comme l'épreuve du grand oral. Pensons aussi aux associations, comme Eloquentia, qui en font un combat social en la faisant vivre aussi dans les banlieues. Et comme tout art, elle revêt aussi par-delà sa dimension politique et sociale un enjeu de divertissement et de célébration de la langue qui en font aussi un enjeu culturel. Mais l'enjeu connexe à celui-ci, pour que l'éloquence ne verse pas dans la manipulation, c'est qu'elle soit associée à l'étude rhétorique.
s'il est important d'apprendre à bien parler, il est aussi fondamental d'apprendre à bien comprendre ceux qui parlent. C'est en apprenant aussi à déconstruire le sophisme, en apprenant à identifier là où se trouve l'exagération et le mensonge, que l'éloquence perd le danger qui accompagne son pouvoir. L'éloquence, en tant qu'outil de communication, peut donc se révéler comme un instrument de manipulation ou un moyen d'inspirer. Plutôt que de craindre l'éloquence, il est préférable de la développer, mais avec un sens critique, des valeurs éthiques, pour faire la différence entre manipulation et sincérité. C'est parce qu'elle a longtemps été réservée à une élite qu'il y a de fait un intérêt réel pour une épreuve comme le grand oral. Car si l'éloquence appartient à tous, alors elle n'appartient à personne.